Bonjour, amis de l'histoire grecque. Je poursuis le cycle sur les diadoques en vous parlant aujourd'hui d'Antigone dit le Borgne, premier des successeurs d'Alexandre le Grand à avoir pris le titre de roi et précurseur des monarchies hellénistiques. Je m'appuierai essentiellement sur un résumé d'un article Wikipédia que j'ai eu l'honneur de rédiger quasi complètement. D'ailleurs, un article qui a eu le label bon article il y a 8 ans de ça. Donc je connais un petit peu le sujet. Alors ce personnage est assez hors norme à mes yeux par rapport à ses concurrents, les autres diadoques. Relativement âgé, il est de la même génération que Philippe II et il n'a pas participé directement à la conquête de l'Asie car il était gouverneur en Phrygie, donc en Turquie actuelle, et c'est en fait son petit-fils Antigone de Gonatas qui a fini par prendre le pouvoir royal en Macédoine et installer durablement la dynastie antigonide. Et donc son fils, Démétrios Poliorcète, donc le preneur de ville, poursuivit l'héritage familial en jouant également un rôle très important dans les affaires politiques et militaires de son temps. Donc je ferai aussi une vidéo sur Démétrios très bientôt. Alors voyons au premier thème, donc la carrière d'Antigone sous Alexandre. Alors voyons d'abord la question de ses origines, alors qui sont l'objet d'un débat entre historiens, donc dès l'Antiquité. En fait, il y a une première tradition qui voudrait qu'il soit issu d'une famille aristocratique d'Élimée, donc une région de Haute-Macédoine, on dirait du nord de la Macédoine, tandis qu'il y a une autre tradition qui voudrait qu'en fait il soit de naissance plus modeste, qu'il se soit élevé dans les hautes sphères du pouvoir à la force de la volonté. Alors, cependant, son mariage avec la dénommée Stratonis ou Stratoniké semble indiquer des origines aristocratiques, car elle serait la fille d'un prince lié aux premiers Argéades. Alors, Antigone a grandi à Pella auprès du conjoint de sa mère, et il avait plusieurs frères ainsi qu'un demi-frère, donc Martias, qui est connu comme étant un historien et l'auteur d'une éducation d'Alexandre, aujourd'hui perdue. Alors, Antigone avait deux fils, donc Démétrios, dont on a parlé, le futur roi de Macédoine, et Philippe, qui l'aurait accompagné dans ses campagnes militaires. Alors, il avait également des neveux qui ont servi sous ses ordres. Alors, il était effectivement surnommé Monophthalmos, donc le borgne, en raison d'une blessure qui lui aurait fait perdre un œil lors d'un combat, sûrement du temps de Philippe II. Alors, d'ailleurs, un jour, il y a un sophiste qui aurait comparé, en fait, devant lui, Antigone à un cyclope, et en fait, ça lui a valu une condamnation à mort, d'après Plutarque. Alors, Antigone commença sa riche carrière en servant d'abord donc Philippe II, le père d'Alexandre, en tant qu'officier et compagnon, donc éther. Donc il faisait partie de la même génération d'officiers qu'Antipater, Parménion et Polyperchon. Donc c'était les doyens du temps de la génération d'Alexandre. Et à la mort de Philippe en 336, il était âgé d'environ déjà 46 ans. Alors il semblerait qu'il faisait partie du conseil royal du temps d'Alexandre en vertu donc, de ses talents militaires et ses talents diplomatiques. Alors, au début de l'expédition en Asie, il détenait quand même le titre de stratège des alliés grecs de la Ligue de Corinthe, donc corps qui comptait environ 7000 fantassins. Alors, cependant, ce titre ne lui donnait pas vraiment de commandement direct parce que ses contingents en fait, avaient une implication limitée dans les batailles rangées. Alors, il était souvent vu aux côtés d'Alexandre au tout début du règne, plutôt comme conseiller, on dirait, que plutôt qu'à la tête de ses troupes. Et donc après la victoire d'Alexandre Granique contre les Perses et la conquête de l'Anatolie, Antigone reçut en 333 la satrapie de Grande Phrygie, donc à distinguer de la Petite Phrygie, dit aussi Phrygie hellespontique. Et donc c'est une région stratégique qui permettait de contrôler les voies de communication entre la Grèce, notamment à travers sa capitale Kéléné, ou Sélénae, qui était traversée par la route royale perse, donc qui faisait le lien entre Sardes et Persépolis, on dirait, une région très importante et prospère grâce aussi à son agriculture et à son grand capital humain. Et donc cette désignation montrait la confiance qu'avait Alexandre envers Antigone. Alors, il a montré toutes ses qualités militaires et politiques lors de cette longue gouvernance quasiment jusqu'au bout de sa vie. Il va être en Phrygie. Et donc en 332, il a réduit les Perses qui étaient rescapés de la bataille d'Issos. Donc il y avait quand même 20 000 cavaliers qui avaient lancé une contre-attaque en Anatolie. Et il est parvenu à les vaincre. Donc premier grand fait d'armes. Et donc sous son administration, la Phrygie a connu 10 années de paix et de prospérité, on dirait. Alors il a maintenu les structures socio-économiques existantes
montrant là une forme de pragmatisme, bien sûr, comme Alexandre. Alors, le but était bien sûr de maintenir le contrôle de la voie d'accès entre la Grèce et l'Asie. Alors, il a quand même exercé une forte pression fiscale sur les paysans, on dirait les Aoutourgos, phrygiens, les autochtones, comme les Perses avant lui. Alors, il n'a pas eu visiblement de relations diplomatiques étroites et soutenues avec Alexandre, et il n'a pas participé au grand moment de l'expédition orientale, donc il a un rôle vraiment de satrape, et certains auteurs antiques estiment qu'en fait Alexandre se méfiait de l'ambition d'Antigone, et qui donc cherchait à l'isoler du pouvoir central. Donc on pourrait retenir Antigone le satrape en thème donc numéro 2. Alors, malheureusement, donc pour lui, Antigone n'était pas présent aux accords de Babylone. Donc, il répartissait les pouvoirs et les régions de l'Empire après la mort d'Alexandre, donc en juin 323. Alors, il conservait évidemment la satrapie de Phrygie et se vit attribuer aussi les régions de Lycie, de Pamphylie, donc un peu plus au sud. Mais il était insatisfait de cette répartition bien insuffisante à son œil, si je puis dire. Et il rejoignit en 321 la grande coalition comprenant Antipater, Ptolémée et Cratère contre Perdiccas, donc le vizir chiliarque de l'Empire, qui cherchait à maintenir à son profit l'unité impériale. Et en fait, dès 323, Antigone était entré en conflit avec Perdiccas, en refusant d'abord d'aider Eumène de Cardia à prendre possession de la Cappadoce, qui était alors aux mains des Perses. Et il s'opposait également au mariage prévu entre Perdiccas et Cléopâtre, la sœur d'Alexandre. Et donc face à tout ça, Perdiccas le convoqua devant un tribunal, mais sentant le vent mauvais, Antigone s'enfuit avec sa famille auprès d'Antipater, donc en Macédoine, en 322. Donc au début de cette première guerre des Diadoques, il joua un rôle de second, on va dire d'adjoint auprès d'Antipater, agissant en tant que commandant des forces navales en Méditerranée orientale afin de contrôler les détroits. Et donc au printemps 321, Antigone soutint Antipater et Cratère dans leur campagne contre Eumène en Anatolie, donc Eumène le stratège de la régence, tandis que le régent Perdiccas, on dirait le vizir plutôt, tentait vainement d'envahir l'Égypte. Alors, Antigone marcha vers Sardes, donc la place forte évidemment d'Anatolie, pour affronter Eumène, mais ce dernier parvint à fuir vers la Cappadoce, donc sa satrapie. Et la même année, Antigone remporta une victoire navale contre la flotte de Perdiccas près de Chypre. Début d'une longue série de victoires navales. Mais la mort de Perdiccas en Égypte, son assassinat, rabattit les cartes, offrant à Antigone la possibilité d'affirmer ses ambitions en Asie. Et aux accords de Triparadisos, Antipater, dont il était le principal soutien, fut confirmé en tant que régent et obtint la tutelle des rois Philippe III et Alexandre IV. Donc un nouveau partage des satrapies fut décidé et Antigone vit son domaine s'agrandir en intégrant la région de Lycaonie. Alors, il fut aussi chargé de mettre fin à la guerre contre Eumène, dont la satrapie était limitrophe, et donc il a été promu au poste de stratège d'Asie et il obtient en plus la garde des rois, ce qui fait de lui un véritable vice-régent. Alors cependant, il y a une mésentente entre Antigone et Cassandre, l'ambitieux fils d'Antipater, et ça conduit à un conflit, qui sera là aussi un non-conflit qui va durer plus de 20 ans. À voir aussi que la confrontation, en tout cas, fut évitée par des arrangements, dont le mariage de Phila, donc la fille d'Antipater, avec Démétrios, le fils d'Antigone. Et de cette union est né Antigone de Gonatas, le futur roi de Macédoine. Oui, sacré pédigré que celui d'Antigone Gonatas. Donc pour revenir à Antigone, il fut donc chargé d'éliminer les derniers partisans de Perdiccas, notamment son frère Alcétas et l'astucieux Eumène. Et une campagne militaire fut menée en Cappadoce où Antigone remporta une bataille rangée en 320, la bataille d'Orsinia, qui est en fait, on peut le dire, la première grande bataille rangée entre deux phalanges macédoniennes équivalentes après la mort d'Alexandre. Et donc durant cette bataille, la phalange macédonienne d'Eumène déserta et se rallia à Antigone. Et donc après cette première victoire, un événement décupla les ambitions d'Antigone, à savoir la mort d'Antipater, le vieux régent de Macédoine, en 319. Donc voyons en thème numéro 3, la guerre en Asie contre Eumène. Alors maître de la plus grande partie de l'Anatolie et d'une flotte importante, Antigone se jugeait visiblement comme le seul capable d'incarner l'idéal impérial. Et après 65 ans, et parmi les derniers compagnons de
la génération de Philippe, il montrait des talents militaires certains, d'autant plus qu'il fut rapidement secondé par son fils Démétrios, un des plus brillants capitaines de son temps. Et donc pour revenir à la régence de Macédoine, Polypercon succéda à Antipater au détriment de son fils Cassandre. Et Polypercon prit le parti d'Eumène contre l'ambitieux Antigone. Et donc dans la précipitation, Antigone négocia un armistice avec Eumène. Et ce dernier reçut à ce moment de Polypercon le commandement de l'armée royale, à charge pour lui de vaincre Antigone, qui de concert avec Cassandre et Ptolémée refusait de reconnaître l'autorité de Polypercon. Retournement de situation typique de cette époque. Alors, une première opération navale fut menée par la Régence au large de l'Hellespont. Antigone parvint à renverser une situation compromise en attaquant de nuit le camp ennemi, ce qui lui permit de détruire leur flotte. Cette victoire conforta Antigone dans ses ambitions impériales en Asie. Il marcha vers la Cilicie à la tête de 20 000 fantassins et 4 000 cavaliers. Il cherchait à attaquer Eumène avant que celui-ci ne puisse réunir une grande armée. Et Eumène parvint néanmoins à former une grande coalition avec les satrapes des provinces orientales dans le but de déplacer la guerre en Haute-Asie, loin des bases d'Antigone. Eumène prit possession de la citadelle de Babylone aux dépens de Séleucos, alors allié à Antigone. Bon, ça ne va pas durer. Et durant l'hiver 318, Antigone parvint en Susiane où se trouvait Eumène et il reçut le soutien de Peyton, le puissant satrape de Médie. Alors, Antigone fut néanmoins défait par Eumène sur les rives du fleuve Copatrès. Après s'être replié en Médie, Antigone s'avança vers la Perside, tandis qu'Eumène marchait à sa rencontre. Eumène cherchait à livrer bataille, mais la difficulté du terrain empêcha un affrontement. Antigone put donc commencer à se retirer vers la Gabienne, donc une région aux confins de la Perside et de la Médie. Eumène parvint néanmoins à le rattraper, et donc à l'issue d'une première bataille indécise en Parétacène, donc une région limitrophe, à la fin de l'année 317, Antigone retourna en Médie, tandis qu'Eumène s'abstint de le poursuivre. Et après plusieurs semaines d'hivernage, Antigone choisit de reprendre l'initiative en marchant rapidement contre les troupes encore dispersées d'Eumène. Mais par un stratagème dont il avait le secret, Eumène parvint à gagner du temps pour rappeler l'ensemble de ses troupes. Et les deux généraux purent ranger leur armée pour livrer une grande bataille en janvier 316, donc la bataille de Gabienne. Sauf que Pekestas trahit Eumène en pleine bataille avec sa cavalerie, donc Pekestas qui était le satrape de Perse, et ça permet à Antigone de capturer le train de bagages des boucliers d'argent, les troupes d'élite macédoniennes, les fameuses argyraspides. Eumène fut donc capturé et exécuté sur le champ, conformément aux décisions prises d'ailleurs au conseil de Triparadisos, et malgré le respect qu'éprouvait Antigone pour son adversaire. Les chefs des boucliers d'argent furent brûlés vifs, en dépit ou à cause de leur trahison. Et c'est à ce moment qu'Antigone reçut l'allégeance de Hieronymos de Cardia, donc l'ami d'Eumène et futur historien des Diadoques, bien connu plus tard à travers Diodore et Arien. Donc Antigone montra dans cette campagne son sens des opérations à grande échelle et son côté implacable. Après cette grande victoire, il put agir en tant que maître et commença à réorganiser l'Asie à son profit. Il évinça les satrapes existants pour les remplacer par ses fidèles. Pekestas, pourtant crucial dans la victoire contre Eumène, fut écarté de la Perside. L'ambitieux Peyton, qui aspirait à contrôler les satrapies de Haute-Asie, fut exécuté sans autre forme de procès. Antigone se rendit ensuite à Babylone pour confronter Séleucos, qui avait refusé de le soutenir et qui préféra sur le champ fuir en Égypte plutôt que de lui faire face. Et Antigone désigna des Perses à des postes importants. Il s'empara surtout de l'immense trésor royal de Cilicie, ajoutant à ses revenus annuels 11 000 talents, soit environ 300 kg d'argent, ce qui le place dès cette époque comme le plus riche et le plus puissant des Diadoques. Il put donc recruter de nombreux mercenaires en plus de sa flotte et de ses troupes de vétérans. Mais ses ambitions durent bientôt se confronter à une première grande coalition. Voyons donc en thème numéro 4, la donc, première coalition contre Antigone. Donc après sa victoire contre Eumène, Antigone avait donc pris le contrôle de la plupart des satrapies asiatiques.
Il s'empara des trésors de Suse et fit son entrée dans Babylone. C'est à ce moment que se forma une alliance entre Ptolémée, le satrape d'Égypte, Lysimaque, le gouverneur de Thrace, et Cassandre, le nouveau régent de Macédoine. Ceux-ci demandaient fermement à Antigone de rétablir les satrapes qu'il avait évincés et de partager le trésor pris à eux-mêmes. Un affrontement avec Ptolémée semblait inévitable, mais Antigone décida d'abord d'envahir la Syrie, tandis que Ptolémée occupait Tyr en Phénicie. Et dans le but d'affaiblir la position de Cassandre en Grèce, Antigone annonça son intention de rendre leur liberté aux cités grecques et soutint les partisans de la démocratie. C'est la fameuse déclaration de Tyr. Fin politique, Antigone fonda également une ligue des insulaires dans les Cyclades. Alors, ça n'empêche pas d'envoyer des troupes en Grèce. Et donc dans cette proclamation, Antigone accusait aussi Cassandre du meurtre d'Olympias, de la détention de Roxane et du jeune Alexandre IV. Il s'auto-proclama protecteur du jeune roi, cumulant cette régence avec le poste de stratège d'Asie. La lutte entre Antigone et Cassandre dura 13 ans. Antigone réorganisa ses plans et mena personnellement la guerre en Anatolie, tandis que ses deux neveux débarquaient en Grèce. En 313, Antigone remporta plusieurs victoires et prit le contrôle de territoires qui lui échappaient auparavant. Parallèlement, il suscita des révoltes en Grèce contre Cassandre. Et les combats véritablement débutèrent en 315 en Grèce, alors que Antigone assiégeait toujours Tyr. En fait, Cassandre a suscité une révolte des Étoliens contre Cassandre, mais celui-ci réagit avec vigueur. Et Antigone bénéficiait donc de l'aide de plusieurs cités grecques et y put constituer une flotte pour affronter Cassandre. Et malgré les revers, Antigone refusa donc les demandes de paix et continua de combattre Cassandre et Lysimaque. Sauf que la défaite de Démétrios face à Ptolémée à la bataille de Gaza retarda l'expédition en Grèce et finalement, en 312, Cassandre et Lysimaque acceptèrent une trêve. Donc pendant ce temps-là, Séleucos parvint à reprendre le contrôle de Babylone, ouvrant un nouveau front contre Antigone. Et donc ces événements obligèrent Antigone à reporter son passage en Grèce. Alors les Antigonines reportèrent quelques succès contre Ptolémée, mais ne purent s'emparer de l'Égypte à cause de la menace de Séleucos. Et les projets d'Antigone pour l'expansion vers la Grèce furent donc momentanément mis de côté. Ainsi, en 311, après 4 années de guerre, aucun des diadoques n'avait remporté une victoire décisive et la nécessité d'une trêve se fit sentir. Lysimaque, Cassandre et Ptolémée envoyèrent une ambassade auprès d'Antigone. Donc cette paix est résumée par un texte épigraphique émanant d'Antigone trouvé en Troade. Et donc cet accord accordait la liberté aux cités grecques et maintenait les diadoques dans leurs possessions respectives. Donc Antigone restait stratège d'Asie, mais Séleucos demeurait en Babylonie et faisait figure de satrape rebelle. Antigone n'avait pas complètement atteint ses objectifs et aucun de ses adversaires n'était vaincu. Et Antigone dut reconnaître Cassandre comme stratège d'Europe et tuteur du roi Alexandre IV, ce qui contenait en germe leur extinction. Je parle des Argéades. Alors, malgré tout, la paix de 311 fut un tournant important dans l'époque hellénistique, marqué par la célèbre proclamation de la liberté des cités grecques. Voyons donc en thème numéro 5, la proclamation royale. Donc, la paix de 311 entre les Dadioques fut de courte durée. Alors Séleucos déjà n'avait pas pris part aux négociations et il refusa, on l'imagine, l'autorité d'Antigone. Et s'ensuivit 2 années de conflit, connues sous le nom de guerre babylonienne entre 311 et 309. Antigone et Démétrios furent finalement défaits, marquant le début de l'expansion du futur empire séleucide. Et donc en 309, Ptolémée en profita pour prendre le contrôle des cités de Carie et de Lydie. Et l'assassinat d'Alexandre IV et de Roxane par Cassandre en 310 mit fin à la dynastie Argéade et permit aux diadoques de libérer leurs ambitions royales. Et donc en 308, Ptolémée finit par conclure un accord avec Antigone pour se partager la Grèce. Cependant, Ptolémée se retira rapidement en raison
d'événements en Cyrénaïque et d'un bilan mitigé de la campagne. Et donc Ptolémée traita avec Cassandre et retourna en Égypte. Alors la situation restait, on le voit, complexe et instable, avec des alliances changeantes et des luttes de pouvoir. Et vers 308, Séleucos étant occupé en Orient, vers l'Inde, Antigone donc put tourner ses ambitions vers la Grèce et la Macédoine. Et donc il arma une nouvelle flotte, et en 307, son fils, Démétrios, entra triomphalement dans Athènes, chassant le mal-aimé oligarque Démétrios de Phalère, qui d'ailleurs plus tard va participer à la création de la bibliothèque d'Alexandrie. Et donc Démétrios annonce et confirme la volonté de rendre aux Grecs leur liberté, conformément à la proclamation de Tyr de 311. Donc Démétrios, de 315, pardon. Donc Démétrios prit ensuite le contrôle de Mégare et de Munichie, et son père reçut avec Démétrios un culte héroïque de la part des Athéniens. Alors là, Ptolémée voyait la puissance croissante d'Antigone comme une menace, et il arma une flotte pour attaquer la Syrie. Donc Démétrios fut donc rappelé par son père. Et ensemble, ils firent voile vers Chypre et détruisirent la flotte de Ptolémée à l'issue d'une grande bataille navale donc à Salamine de Chypre en 306. Et après cette grande victoire navale, Antigone prit le titre de roi, ou Basileus, en compagnie de son fils Démétrios. Et donc il s'affirmait comme les successeurs des Argéades après la disparition des derniers membres de la dynastie. Les autres diadoques réagirent et adoptèrent également le titre royal, donc ce qu'on appelle l'année des rois, donc en 305, pour assurer leur légitimité et officialiser le démembrement définitif de l'empire d'Alexandre. Ce moment marqua la naissance des monarchies hellénistiques. Et donc, suivant l'exemple d'Alexandre, Antigone fonda plusieurs cités portant le nom d'Antigonie, qui étaient peuplées de colons grecs ou macédoniens, notamment donc en Bithynie. Donc, il établit Antigonie, la future Nicée, donc oui, comme le concile de Nicée. Et en Syrie, il fonda une autre cité sur le fleuve Oronte, et une autre, enfin, en Troade. Et il établit également, donc en Troade, une base commerciale importante donc, vers les détroits. Voyons donc en dernier thème, numéro 6, la seconde coalition contre Antigone. La proclamation royale n'avait pas rassasié les ambitions d'Antigone, car il mit sur pied une grande armée terrestre et navale, placée sous le commandement de son fils Démétrios. Et donc en 305, il tenta une invasion par mer de l'Égypte. Programme ambitieux, et ce fut un échec. Et Ptolémée en profita donc pour se proclamer également roi. C'est alors que Antigone décida donc de diriger son offensive vers l'île de Rhodes, qui jouait un rôle prépondérant dans les communications commerciales en Méditerranée orientale et en mer Égée. Donc il contrôlait Chypre depuis la bataille de Salamine. Et Antigone donc cherchait à consolider ses positions et à empêcher Ptolémée de créer une thalassocratie qui menacerait ses intérêts. Le siège de Rhodes, l'un des plus célèbres de l'Antiquité, dura plus d'1 an. Démétrios y gagna l'épithète de poliorcète ou preneur de ville en utilisant de nombreuses machines de siège, notamment les hélépoles, donc des tours mobiles. Mais sauf que les Rhodiens résistèrent avec vaillance grâce à l'aide de la flotte lagide. Et la ville, qui était sur le point de céder, quand finalement, grâce à l'entremise des Étoliens, un accord fut signé. Accord qui contraignait quand même Rhodes de devenir l'allié d'Antigone, à l'exception de toute action contre l'Égypte. Et les Rhodiens érigèrent le fameux colosse pour célébrer leur résistance. Antigone dut par la suite faire face à l'offensive de Cassandre en Grèce. Le régent de Macédoine assiégeait Athènes depuis 307. Mais Démétrios intervint et finit par repousser les forces de Cassandre en 304. La Béotie et la Phocide se soumirent aux Antigonides. Antigone exigea la soumission sans condition de la Macédoine de la part de Cassandre. Le conflit en Grèce prit fin sur une victoire d'Antigone et de son fils. Entre 304 et 302, Démétrios s'empara de plusieurs régions de Grèce, dont une grande partie du Péloponnèse. Antigone profita de la situation pour reconstituer en 302 la Ligue de Corinthe, rassemblant la plupart des États grecs, à l'exception de Sparte, de la Messénie et de la Thessalie.
Donc cette institution, qui porte le même nom que celle fondée par Philippe II, avait des objectifs néanmoins différents, car Antigone et Démétrios cherchaient avant tout à conquérir la Macédoine aux dépens de Cassandre. Et une garnison macédonienne demeura stationnée à Corinthe pendant près de 60 ans. Donc les autres diadoques ne pouvaient se laisser dépouiller ou laisser Cassandre se faire dépouiller son royaume sans réagir. Et en 304, une dernière grande coalition se forma contre Antigone. Les forces en présence étaient équivalentes, mais le plan de la coalition visait à gagner du temps pour réunir toutes leurs forces. Lysimaque, le roi de Thrace, se mit en mouvement en 302. Il débarqua en Phrygie et les Spontiques et reçut la soumission de nombreuses cités des côtes de Lycie de Carie. Antigone marcha à sa rencontre et rappela son fils en Anatolie. L'arrivée de Démétrios mit Lysimaque en difficulté. Quant à Ptolémée, il resta prudemment à l'écart en Égypte. Mais l'arrivée en Anatolie de Séleucos à la tête d'une puissante armée, qui comprenait notamment 500 éléphants de guerre, changea la donne. Séleucos parvint à faire sa jonction avec Lysimaque, forçant Antigone à marcher contre eux. Et en 301, Antigone, alors âgée de 81 ans, affronta l'armée coalisée à la bataille d'Ipsos en Phrygie, une des plus grandes batailles de l'époque hellénistique. Malgré sa bravoure personnelle, Antigone fut vaincue et tuée par un trait de javelot. Elle restera comme la plus grande bataille d'éléphants de l'histoire occidentale. À la mort d'Antigone, son empire fut partagé entre les diadoques. Le principal bénéficiaire était Séleucos qui s'empara de la Syrie et des territoires orientaux de l'Anatolie. Ptolémée établit sa domination sur la Syrie méridionale, appelée aussi Syrie creuse ou Coëlée-Syrie. Ce partage de la Syrie est à l'origine des 6 guerres de Syrie disputées entre l'Agide et Séleucide. Cassandre conservait quant à lui sa présence en Macédoine et en Grèce. Enfin, Démétrios, qui était parvenu à fuir, possédait toujours des places fortes en Phénicie, en Anatolie et à Chypre, même si c'était pour quelques années. Et donc, avec constance et courage, Démétrios continua la lutte en Grèce, et en 294, après la mort de Cassandre et l'élimination de ses héritiers, Démétrios prit brièvement la Macédoine avant de la perdre au profit de Lysimaque puis de Pyrrhus. Et c'est finalement le petit-fils d'Antigone, donc Antigone II Gonatas, qui parvint à établir durablement la dynastie antigonide sur le trône de Macédoine en 277, après sa victoire éclatante contre les Celtes. Le travail d'Antigone le Borgne n'aura pas été vain. Voyons en forme de bilan l'héritage d'Antigone. Alors on peut déjà estimer qu'Antigone domine par sa stature et son ambition l'histoire du début de l'époque hellénistique. Il n'est pas forcément le plus prestigieux des diadoques au tout début de la période, mais il parvint à étendre son autorité autour de sa satrapie pour finalement prendre le titre de roi d'Asie. Il cherchait aussi à fonder une nouvelle dynastie après la disparition des Argéades, et pour certains historiens, il visait même la restauration de l'empire d'Alexandre. Sa politique envers les cités grecques préfigure les relations entre les souverains hellénistiques et leurs sujets. Ce souverain peut agir en bienfaiteur comme en monarque absolu en fonction de ses intérêts. Antigone fut tout à la fois un fin politique et un rude guerrier, ce qui le fait comparer à Philippe II, qui appartient à la même génération et à la même trempe d'hommes. Et finalement, aux yeux des historiens modernes, il est considéré comme le véritable fondateur de l'État hellénistique. Il chercha à conserver et à développer l'héritage politique d'Alexandre, et c'est son fils Démétrios, puis son petit-fils Antigone Gonatas, qui poursuivirent ses ambitions après sa mort pour faire des Antigonides une grande dynastie de la période hellénistique. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ce n'était pas trop complexe ni trop dense, mais bon, je tenais à vous développer la carrière riche d'Antigone. À bientôt pour la suite avec Démétrios Poliarcète. Merci.